Extrait de la lettre d'invitation adressée à l'ensemble des matières grises et de la main-d'œuvre bon marché du berceau de l'humanité. Ce document déclassifié a été coécrit par la princesse Europe et le bon vieux oncle Sam, et retransmis à sa demande au maître Cusite, maître des clés de l'ordre chrétien du Cus, conception universelle de la sagesse. Nous avons cité Coma légendaire, qui en aura de plein droit le titre de propriété exclusive. Il aura à cet effet la liberté, ainsi que le privilège d'en faire une large diffusion auprès des siens. Aux matières grises et à la main-d'œuvre bon marché du continent noir. Objet, révéler le sens caché de la théorie scientifique qui confère au continent africain le statut officiel de « berceau de l'humanité ». Nous, princesse Europe, et le bon vieil oncle Sam, symbole absolu de la puissance occidentale, d'ascendance sémite ou indo-européen. Entité distinguée d'influence mondiale, affirmons solennellement, de façon mutuelle pour montrer notre bonne foi et notre attachement à la terre d'Afrique, que cette dernière peut revendiquer son statut scientifique officiel de « berceau de l'humanité », que nous lui accordons volontiers. Ce titre pourra éventuellement être chez l'homme noir synonyme de prestige et source de fierté populaire. Par ailleurs, la concession de ce statut par nous et son acceptation par les Africains aura certes une forte valeur populaire mais implique surtout des conséquences systématiques irréversibles non négociables, tant psychologiquement, intellectuellement, que spirituellement. En effet, ce statut de « berceau de l'humanité » pour le continent l'empêche, sinon l'interdit d'être un continent d'avenir, donc une terre de progrès à l'échelle mondiale, car le privilège lié au progrès demeure la chasse gardée depuis le temps de Noé jusqu'à nos jours des puissances occidentales d'ascendance sémite ou des peuples d'origine indo-européen. Parallèlement, nous rappelons au fils de Cham les 9 caractéristiques évidentes d'un berceau qui sont les suivants. Un lit destiné à accueillir un nourrisson ou un bébé. 2 lieux consacrés au repos d'un enfant de jour. 3 espaces encadrés et décorés favorables au maintien dans un état de sommeil du nourrisson. 4 endroits placés sous la garde ou sous surveillance permanente d'une nounou, d'un tuteur ou d'un parent. 5 environnements limités où le nouveau-né connaît une phase de croissance lente. 6 environnements limités où l'éducation et les croyances de l'enfant sont conditionnées par celles qui l'encadrent et non par la connaissance rationnelle du monde. 7 belle prison l'enfant ne peut sortir sans assistance. 8 représente une période de fragilité extrême pour le nourrisson ou l'enfant qui est en apprentissage permanent. 9 mines d'or pour les prédateurs, les sorciers et les trafiquants d'êtres humains à la recherche d'éventuels holocaustes, d'esclaves et boucliers vivants. Aussi, fort de ce qui précède, il apparaît juste de dire qu'un berceau définit notre passé, mais pas notre avenir. En ce sens, un berceau représente le point alpha, A, mais nullement le point bêta, B, du vecteur temps. Le berceau est la source qui alimente le courant d'eau qui se jette dans la mer. De ce fait, tous ceux qui sont nés et ont passé du temps à la source, c'est-à-dire au berceau, devront, s'ils veulent mieux mûrir, bien grandir, véritablement se responsabiliser, progresser, en sortir littéralement, se laisser conduire par l'affluent qui les emmènera vers un avenir certain, plus radieux, plus glorieux, plus humanisant, ou dans un monde d'adultes tout simplement. En plus, vous conviendrez avec nous que l'étape du berceau est certainement le seul endroit où nous avons le plus pleuré dans notre vie, de jour comme de nuit, pour une raison ou une autre. Autrement dit, bien que le berceau soit souvent considéré comme un symbole de bonheur pour les parents au foyer, chaque fois que ces derniers s'en approchent, il est tout aussi évident que pour le petit homme ou la petite dame que vous étiez, il n'est pas toujours source de bons souvenirs. La preuve combien parmi vous avez un jour naturellement rêvé d'emprunter la machine à remonter le temps juste pour revenir à ce stade primitif de la vie. Phase pendant laquelle nul ne pourra le nier, on fait en permanence ses besoins sur soi-même, on n'a pas les moyens d'exprimer clairement ce que l'on ressent, et où on crie et pleure sans cesse pour pas grand-chose. Aussi, nous sommes donc tous d'accord que de façon logique le berceau n'inspire à son locataire plus de mauvais souvenirs que de bons. Toutefois, nous savons tous qu'après la grossesse, le berceau n'est que la première étape de notre vie en général. À ce titre, un berceau ne sera jamais de manière certaine en aucun cas une terre de progrès.
Parallèlement, matière grise et travailleurs bon marché du berceau de l'humanité, une certitude demeure chez vous, vous n'avez qu'en ligne de mire les mauvais rêves, les cauchemars, les horreurs, les atrocités, les pires injustices, les viols de masse, les violations de droits de l'homme, l'instabilité politique et crise économique qui favorisent les guerres multiethniques, les conflits interreligieux, le chômage de masse, l'impunité, la corruption de grande ampleur, le despotisme, la démagogie, le clientélisme, les crimes rituels dignes d'un autre âge et bien d'autres maux et fléaux que Lucifer a apportés dans ses bagages depuis qu'il a été éjecté du ciel et atterri sur terre où il cohabite jusqu'à présent avec les vivants. Aussi, nous vous reposons la question, à vous matière grise et main-d'œuvre bon marché du continent noir, notre berceau de l'humanité. Pourquoi restez-vous attachés à cette terre qui est à l'image d'une planète aux enfers, et dans laquelle certains pourraient affirmer sans effort avoir vécu plus d'une fois dans la vie une expérience infernale, au sens propre ou au sens figuré? Attention! Prenez garde, matière grise et main-d'œuvre bon marché, car nous, le bon vieil oncle Sam, et moi princesse Europe ne vous assisterons pas toujours dans votre berceau, ni économiquement, ni financièrement, ni militairement, ni scientifiquement, et qu'en savons-nous encore? C'est dans notre intérêt et le vôtre que vous évoluez ici chez nous, sur la terre de progrès consacrée par excellence de l'humanité. Que vous le croyez ou pas, c'est un fait. L'Occident et l'Amérique prosémite sont les terres de progrès par excellence, c'est plus qu'une évidence, c'est une affirmation difficilement contestable. Pour l'ultime et dernière fois, matière grise et main-d'œuvre bon marché du berceau de l'humanité, nous vous suggérons de sortir de votre berceau et de commencer votre marche vers le progrès, en immigrant sur nos terres. Nous vous conseillons de ne pas rejeter notre offre, car une réalité demeure, nous ne soutiendrons pas toujours vos États sous perfusion avec nos emprunts massifs et des taux d'intérêt bon marché, qui ne servent qu'à grossir des dettes déjà colossales. Emprunts qui, nous le rappelons, à défaut d'être utilisés à bon escient, servent plutôt à maintenir au pouvoir des dinosaures politiques et des partis politiques obsolètes et techniquement dépassés, naviguant à vue, sans aucune authenticité, sans doctrine claire mise à jour, mais qui sont surtout condamnés à disparaître sans laisser un bon héritage aux générations suivantes. Ne doutant pas de la pertinence de nos arguments et de notre volonté à maintenir un équilibre des forces mondiales, notre alliance historique, espère que le contenu de cette missive trouvera fort écho aux oreilles de nombreux sourds et aveugles invétérés du 3e millénaire d'ascendance hamite que vous êtes tous probablement. Amicalement, le bon vieil oncle Sam et la princesse Europe. Voici la réponse du maître Kusit Koma, le grand métaux réformiste. Ô Hamite Semite Jafétite. Objet, démystifier l'expression « tiers-monde » pour éveiller la conscience des peuples d'Afrique et d'ailleurs. La théorie selon laquelle l'Afrique serait le berceau de l'humanité n'est qu'un mythe et un des plus grands canulars de ce siècle, qui fait partie d'un plan stratégique visant à faire diversion, et à davantage infantiliser la conscience du peuple noir, ou à défaut maintenir les peuples du monde d'en bas dans un état végétatif, voire de coma profond. Nombreux sont les pays du tiers-monde qui vivent sous perfusion ou sous assistance permanente des bailleurs de fonds internationaux et institutions supranationales. L'Afrique qui semblerait et il est un pays du tiers-monde. Est-ce une vérité ou une contre-vérité? N'est-ce pas là un stratagème néocolonial visant à asservir l'esprit de certains et à créer en eux comme un complexe d'infériorité naturelle? Bien qu'elle ne soit pas toujours évidente, une certitude demeure. La personne du néo-colonisé dans l'âme est comparable à un esclave libéré de sa petite cellule, le travail forcé, et délivré de ses chaînes d'acier, la dépendance physique et légale à son maître. Bien qu'ayant le sentiment d'être libre et indépendant, plusieurs pays du tiers-monde ont du mal à connaître le réveil véritable, expérimenter une renaissance complète et connaître le progrès miraculeux constant. Pour quelle raison en est-il ainsi? Est-ce la faute des esclavagistes d'hier ou des temps modernes? Est-ce la faute du colonisateur et ses collaborateurs noirs de cœur? Ou plutôt est-ce la faute du colonisé d'hier ou du néocolonisé d'aujourd'hui? Une certitude, parmi les néocolonisateurs d'aujourd'hui il y a les colonisateurs d'hier. L'Afrique reste toujours aussi convoitée, pour de bonnes ou de mauvaises raisons nous en conviendrons tous.
L'intérêt que suscite cette partie du monde divisé est de plus en plus grand aujourd'hui, car l'équilibre des forces à l'international depuis la fin de la guerre froide ne sont plus les mêmes. Si l'Afrique reste tant convoitée, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'elle appartient au tiers-monde. Et puis, comment comprendre cette expression dont on a souvent du mal à s'acclimater et apprivoiser, mais surtout apprécions parfois très mais vraiment très mal. Une évidence: si un tiers-monde existe, c'est qu'il y a 2 tiers-mondes, et enfin 3 tiers-mondes. Ainsi, cette expression n'a en elle-même aucune connotation péjorative subjective. Le terme tiers-monde a un caractère formel. Le tiers-monde n'est pas un mythe, mais une réalité qui a mathématiquement son sens. Partant de ce fait, il est plus aisé d'avouer que notre monde est ainsi divisé en 3 parties par induction inégalement réparties, donc ne possédant pas la même valeur, qui sont le monde sensible ou l'univers du naturel attaché à l'être, le monde intelligible ou l'univers du charnel qui accueille l'homme, et le monde surnaturel ou l'univers du spirituel qui est propre à humain. Le monde sensible est le monde physique dans lequel nous naissons tous lorsque nous venons sur Terre. Il détermine notre vie, en qualité de personne exclusivement. Le monde sensible représente un tiers du monde en général, soit à une valeur approximative de 0,33. Nul ne peut échapper à ce monde, car il détermine notre état primaire ou le stade primitif de notre espèce dans sa trajectoire évolutive, c'est l'état primitif de l'humain. L'être est la seule créature appartenant à ce monde, et le socle sur lequel Dieu s'appuie pour construire une autre créature appelée homme, qui est en réalité un état de conscience supérieur, qui permet de façonner une personnalité. Il est indispensable d'être une personne, si l'on veut devenir un jour une personnalité. La personne est le commencement de toute personnalité. Il est donc quasiment impossible du point de vue physique, de passer du stade du ventre de sa mère à celui de personnalité ou à celui d'homme. Donc du placenta de sa mère au monde intelligible, sans au préalable faire une escale dans le monde sensible ou naturel. Cela est d'autant plus vrai que l'on sait que les célébrités ou personnalités publiques d'aujourd'hui sont en vérité dans la plupart des cas les inconnus d'hier. Autrement dit, hier ils n'étaient rien ou personne et on ignorait tous deux, mais aujourd'hui, étant des personnalités publiques reconnues, dans la plupart des cas nous savons beaucoup d'eux. Par ailleurs, notons qu'on ne naît pas homme, mais on le devient. Bien entendu, cela implique que le statut d'homme n'est pas inné. Il n'est donc pas une fonction naturelle contrairement à celui de l'être qui existe forcément dans le monde sensible. Cela suppose que l'on peut exister dans le monde sensible et ne pas expérimenter la vie charnelle. Autrement dit, l'accès aux choses sensibles ne nous donne pas forcément droit d'accès aux choses intelligibles. Aussi, ce n'est pas du tout absurde de dire que n'est pas homme qui veut, mais plutôt qui peut. De même, pour devenir un homme, l'être doit préalablement être formé, façonné, voire réformé. Cette formation ou transformation peut évidemment passer par un certain nombre d'épreuves imposées aux prétendants, dans un cadre organisationnel, structurel spécifique, officiel, à défaut officieux, formel ou dans le cas échéant informel. Le statut ou le grade d'homme est fonction du monde intelligible. Il vaut 2 tiers-mondes, donc à une valeur mathématique avoisinant le 0,66. Sa valeur est donc supérieure à celle que l'on attribue au monde naturel. Notons que l'homme a comme principal moyen d'action la connaissance qui peut lui permettre librement de pratiquer la justice, de vivre également dans la vérité. Seul l'homme peut disposer parfaitement ou adroitement de l'autorité et du pouvoir politique, habilement diriger une puissance militaire, bâtir des infrastructures de grandes envergures dans les respects des délais et des normes en matière de sécurité. Seul l'homme a des droits et en retour des devoirs. Aussi, si l'on dit de vous que vous n'êtes pas un homme, il est important que votre première réaction ne soit ni le rejet, ni la colère, mais une réflexion profonde qui puisse vous conduire dans la lumière, du bon côté de la barrière, ou vous mettre sur le chemin de la vérité. Toutefois, aussi vrai que tous les êtres ne sont pas forcément hommes, il est tout aussi vrai que tous les hommes ne sont pas nécessairement humains. Cela pourrait vous surprendre, mais c'est la pure et simple vérité. L'esprit humain est plus proche de Dieu, de la vérité que l'être, ou l'homme. L'humain appartient à l'univers du surnaturel.
Le monde du surnaturel faut 3/4 soit à une valeur indicative exacte de 1. Il détient formellement le coefficient le plus élevé, comparativement aux autres mondes, c'est-à-dire le monde sensible et intelligible. En règle générale, on dit que le coefficient du monde sensible est faible, celui du monde intelligible moyen et celui du monde surnaturel fort. Comme par un hasard heureux, le chiffre 1 est le chiffre de l'unité, synonyme d'éveil mais en plus le commencement de tout nombre, donc le signe d'une nouvelle vie. En langage informatique 1 veut dire oui. Il est par conséquent signe de vérité et de loyauté. Le chiffre 1 est la première étape de la conscience noire, donc la première phase de la véritable naissance africaine. Le chiffre 1 est la première marche du progrès de l'africaine mon Afrique. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. En conclusion, le tiers-monde à n'en point douter est plus qu'une fiction ou une identité régionale, c'est une réalité formelle car mathématiquement démontrable. Il ne peut donc être considéré comme une simple expression bananière d'utilité populiste ou coloniale, c'est-à-dire qui est là pour asservir le colonisé et servir les intérêts des néocolonisateurs. L'expression « tiers-monde » n'a pas une fonction discriminatoire, elle est universelle et n'est pas éternelle. Elle n'a donc pas vocation à être un état permanent, car un pays du tiers-monde aujourd'hui peut appartenir aux 2 tiers-mondes demain, et aux 3 tiers-mondes après-demain. Maël Kombila, encore appelé Mako ou Koma, le grand métaux réformiste.